Ça remonte à très loin, ça, quand j'étais petit, je dirais, c'est quand j'avais 15-16 ans, donc dans les années 70, en fait, j'étais très entouré de ce type de littérature, en fait, qui était, à l'époque, qui sortait beaucoup, et ma mère, en fait, m'avait beaucoup mis dans cette ambiance, parce qu'elle avait une bibliothèque extraordinaire. Et c'est là que j'étais parti, moi, mais pas pour de vrai, parti dans mes rêves, à la fois en Asie avec John Blofeld, en Chine, aller voir les taoïstes dans des endroits extraordinaires qui sortaient dans leurs grandes robes et tout. Mais finalement, le point culminant, c'était le livre, c'était Le chemin des nuages blancs du lama Nagarika Govinda. On a eu les mêmes lectures, on a été fascinés, en fait on était amenés dans ce monde himalayen par les mêmes lectures. Govinda, comme tu le dis, Marco Palis, tous ces aventuriers du début du siècle qui ont fait tellement rêver sur le monde tibétain. Et en fait, le truc de Govinda, c'est que, en dehors d'être quelqu'un qui avait ses récits de voyage, etc., c'était un poète. Et c'était quelqu'un, mais d'exceptionnellement moderne. Quand on lit son livre, enfin, d'abord, on est fasciné par la beauté de tout ce qu'il peut décrire, et ça lui sort du cœur. Mais vraiment, il y a une espèce de flux permanent qui vient de son cœur. Il est complètement illuminé. Oui. C'est magnifique. Et donc, dans ma tête, c'était toujours resté, mais je veux aller au lac Manasarovar et faire la Kora du Mont Kailash. Mais d'ailleurs, quand on s'est retrouvés, on s'est dit, moi, on a encore un rêve. Et toi, tu m'as dit, moi, c'est d'aller au Kailash. Et je dis, ben, moi aussi, ça fait 40 ans que je rêve d'aller au Kailash. C'est aussi un peu pour ça qu'on est partis ensemble. On avait, enfin, c'était notre karma de partir ensemble, je crois, mais on avait ce même désir de le réaliser à ce moment-là. Oui, et si tu te rappelles, ça s'est passé très vite, parce qu'on s'était vu au passage en Suisse, là. Et puis on était allé se promener sur dans les lavaux. Et c'était magnifique. Et puis on s'est dit, mais ça fait longtemps qu'on parle de faire quelque chose ensemble. Et je t'ai dit, tiens, on s'en va, on part au Mont Kailash. Et tu m'as dit, oui, d'accord, c'est bon, on y va. Chaque fois que j'y pense, en fait, j'ai une émotion extrêmement forte. Et ça a été dès le moment où on est entré, en fait, où on est sorti. Parce qu'il y a tout cet aspect maintenant touristique au Tibet, et où, enfin, le Potala, c'est Versailles sur le toit du monde, mais ça reste, c'est quelque chose de très touristique, etc. Et on a commencé à s'éloigner. Excuse-moi, mais le Jokang, quand même, on avait les larmes aux yeux au temple du Jokang à Lhasa. Bon, il faut peut-être rappeler que Lhasa, c'est la capitale du Tibet. Et c'est vrai que Lhasa, ça ressemble quand même à une vaste discothèque. C'est extrêmement moderne, des fluos, des néons partout. Tout. Mais quand même, le cœur de Lhasa, l'âme tibétaine, elle est encore au Jokang, au temple du Jokang. Oui. Moi, on était bouleversés déjà. Là, le cœur bat encore. Le cœur bat encore, et tout le barcore là autour, là, il y a une âme. Il y a une âme. Et le Potala, il n'y a plus d'âme. Non, ça c'est sûr. Hein. Chigatse, il n'y a plus d'âme. Il n'y a plus d'âme. Ouais. Mais on l'a retrouvé à un moment donné. Tu te rappelles, on était dans la voiture qui est en direction, c'est quand même à 2000 km de Lhasa, hein, le Kailash, hein, c'est ça, hein, je dis pas de bêtises. Entre 1500 et 2000, je me rappelle plus exactement. Et tu te rappelles, quand on était dans la voiture à un moment donné, on se racontait des choses, la vie, tout ça, puis on avait de plus en plus de silence dans la voiture, et on était de plus en plus possédés par ce paysage, mais en même temps par cette énergie qui se dégageait petit à petit en arrivant dans la région du Ngari, hein, c'était impressionnant. Et à un moment donné, on se parlait plus. On est arrivé dans cette région, on était pris, possédé par des énergies qui nous dépassaient. Complètement. La première fois, enfin, à la limite, j'ai l'impression, la première fois qu'on est sorti de voiture, parce que ça fait un tunnel quand même quand on est en voiture, même si c'est très beau autour, il y a tout cet aspect voiture qui est un tunnel, et on est arrivé dans cet endroit avec les herbes jaunes, le ciel magnifiquement bleu, les montagnes blanches tout au bout, et puis là, comme on est sorti là, et à partir de ce moment-là, moi j'ai disparu. Toi, t'as disparu, t'es parti dans je ne sais pas quelle sphère. Et c'était un sentiment océanique profond, tu vois, et progressivement, enfin très régulièrement, tu redeviens, mais complètement, il y a une fusion complète avec ce qui est autour de toi. Et ça, c'est extraordinaire. Ouais. Ça, c'est extraordinaire. On a eu de la neige, on a eu de la pluie, du beau temps, des nuages, et c'était extrêmement varié, mais c'est une épreuve quand même, le Mont Kailash, parce qu'on passe quand même un col à pied, bien sûr, à 5600 mètres.
Ouais. Donc c'est quand même une altitude assez conséquente déjà. Et surtout, moi je trouve que ce qui était éprouvant d'une certaine manière, c'était le côté émotionnel, quoi. Parce que vraiment on était impliqués dans ce voyage qui représentait beaucoup pour toi et pour moi. Et comme pour tous les Tibétains, on est pris dans cette mouvance spirituelle qui est très très forte. Et on est toujours en proie à devoir maîtriser ces énergies où toi t'es parti, je sais plus où, là-haut dans le cosmos avec ce voyage. C'est impressionnant d'ailleurs, ce voyage intérieur que tu as fait autour du Kailash. Moi j'étais possédé par la photographie. C'était mon Kailash aussi, mon boîtier était... Tu étais dans une transe photographique. J'étais dans une transe photographique. Toi, particulièrement à Dolmala. Là. Toi, tu étais dans une transe shivaïque. Non, il y a des images très très fortes. Tu te rappelles quand on est parti le matin du second jour, là. D'ailleurs, où j'avais pas mangé la veille, ni au petit déjeuner. Et on dort sous tente. On dort sous tente. Il fait froid quand même. Et en fait, on est parti, il faisait nuit, pour arriver, c'est pour toi avec tes contraintes photographiques, pour arriver à un endroit où tu auras une vue au moment du lever du soleil. On est parti dans la nuit, et puis on avançait, et à un moment tu m'as dit « regarde derrière toi ». Et là, c'était pas la pleine lune, mais presque, je regarde derrière moi, et derrière il y avait une cohorte de pèlerins qui arrivaient. Ça faisait comme une assemblée de fantômes, de spectres qui avançaient. C'était fort, ouais. Cette image. Magnifique. Et après, on a continué à monter, et dans cette montée, c'est là qu'il y avait, en plus un mort sur le côté. Enfin, c'est quelque chose de fort. Hein, Bien sûr, mais on est en altitude, hein, et le froid. Hein. Non, c'est un voyage qui est éprouvant, mais qui est surtout incroyablement fort au niveau intérieur. Quoi. Ah oui, vraiment un voyage émotionnellement, intérieur, c'est super fort. Et la montée, la dernière montée qui est assez dure, et puis quand on est arrivé en haut et qu'il s'est mis à neiger, tout a été fait sous un temps extraordinaire, ciel bleu et tout. Et arriver sur ce passage avec le col de Tara, le point culminant, celui où tu vas passer dans une nouvelle vie, tempête de neige et dans une marée de drapeaux à prière. C'était un truc qui dépasse l'imagination. Ça. On a eu de la peine à s'en remettre de ce voyage. Hein. Tu te rappelles, quand on est rentré en Europe, hein, on n'arrivait pas à parler, moi j'arrivais pas à parler de ce voyage, et toi pareil, sans avoir les larmes dans les yeux. On était bouleversés. Hein. Et ça nous a possédé longtemps. Hein.